ça met le doigt sur Jean-François Ndengue, que d'autres personnes pensent que Jean-François Ndengue, c'est l'ange Saint-Gabriel ou l'ange Saint-Michel, mais Jean-François Ndengue n'est autre qu'un criminel, comme je l'avais dit, il avait été arrêté en France, déféré à la prison de la Santé, sorti dans la nuit par Jacques Chirac. Jacques Chirac mouillé de la tête jusqu'aux pieds pour les crimes contre l'humanité en République du Congo. Donc, Jean-François Ndengue, un criminel que ce Zaïrois-là a bien expliqué. En plus de ça, il parle de nos villes, de nos villages, il le dit. Donc, c'est quelqu'un qui était sur le terrain, il le dit lui-même. Donc, il sait comment ils ont eu à massacrer. Alors, il n'est pas seul, ils étaient nombreux, des mercenaires, et parmi lesquels on peut aussi rappeler la présence d'Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense rwandaise, déjà en 1994, on se souvient bien, c'était le génocide, oui. Lui aussi, c'est de Sassou Nguesso. Sassou l'avait recruté, pour faire le sale boulot, pour assassiner les Congolais. Donc, ce monsieur Augustin Bizimana avait contribué à la réussite du coup d'État de M. Sassou Nguesso. Donc, M. Bizimana avait ramené ces éléments. Parce qu'on ne parle que de M. Augustin Bizimana. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que M. Bizimana avait des éléments. Depuis longtemps, j'avais compris je me suis souvent posé la question, pourquoi on ne parle jamais de la République du Congo? Pourquoi dans les grandes institutions, dans les grandes réunions, on ne parle jamais de la République du Congo? Alors, le problème, c'est que vous devez savoir, M. Christian-Perrin et ceux des téléspectateurs, quand on ne parle jamais de votre pays, quand on n'évoque jamais de ce qui se passe chez vous, ça donne le sentiment comme si chez vous, tout va à merveille. Comme si tout va bien chez vous. Comme si chez vous, il n'y a pas de problème. Or, nous savons bien, en République du Congo, il y a des crimes de tout genre. Nous savons bien que nous avons un dictateur, un génocidaire, qui a eu à bombarder une région pendant plus de 2 ans. Des crimes de tout genre. Donc, chez nous, en République du Congo, ce genre de crimes, ce genre de situations ne sont pas évoqués. Donc, c'est la question. Pendant que vous le dites, Roland Lévinitou, c'est le constat que tout le monde a fait. D'ailleurs, dans les médias, on ne parle que difficilement du Congo-Brazzaville. La preuve, c'est que vous venez de rappeler ce qui s'est passé dans le Pool dans les années 2016-2018. Alors qu'il y avait un génocide là-bas, aucun média n'en parlait. Et lorsqu'on parle du Congo, et je l'ai relevé d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est généralement la RDC. Le Congo passe toujours inaperçu, on n'a jamais compris ce phénomène. Et là, vous nous dites qu'au niveau, bien sûr, du Conseil des droits de l'homme, là aussi, curieusement, apparemment, on ne connaît pas bien le Congo parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe au Congo. On a l'impression que tout va bien, alors qu'au Congo, il y a des crises multidimensionnelle, politique, économique, sécuritaire. Vous avez rappelé qu'il y a des crimes contre l'humanité au Congo. Il y a la confiscation déjà de l'alternance politique, où il y a un parti qui a pris le pouvoir par les armes et qui demeure jusqu'à aujourd'hui par coup d'État permanent. Et donc, vous êtes en train d'expliquer que là-bas, il est question d'informer le monde sur ce qui se passe dans nos pays. Et curieusement, le Congo n'est jamais représenté. Les informations du Congo ne leur parviennent jamais. Comment ça? Comment expliquer ça? Bonjour Roland Lévinitou. Bonjour M. Christian-Perrin, bonjour. Merci Roland d'être avec nous sur TELAC TV R7. Je présume que vous allez bien. Je rappelle que vous êtes activiste, président de l'association Les Indigné 242. 242, c'est aussi l'indicatif international téléphonique de la République du Congo, aussi appelé Congo-Brazzaville. Une nuance très importante à faire, d'autant plus lorsqu'on parle du Congo. Généralement, les gens font allusion à la RDC. Il s'agit du Congo-Brazzaville avec pour chef d'État le dictateur Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir par coup d'État militaire avec l'appui des mercenaires et des armées étrangères financées par la France via le groupe ELF qui deviendra Total plus tard. Coup d'État militaire très sanglant, d'autant plus qu'on parle de plus de 400 000 morts, fièrement et subtilement, j'allais dire cyniquement revendiqué par l'ancien président français Jacques Chirac, que je vous propose d'écouter. Suivez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo
pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Voilà, ce sont là les propos de l'ancien président français Jacques Chirac alors qu'il donnait une conférence de presse en décembre 1998 à Luanda. Nous allons donc revenir sur les nombreux crimes contre l'humanité commis par le régime Sassou Nguesso. Je l'ai annoncé d'entrée de jeu, qui venait de reprendre le pouvoir par coup d'État militaire de juin 1997. Mais avant, parlons d'abord de votre mission à Genève. Vous avez pris part à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui a ouvert ses portes le 26 février dernier. Vous y êtes resté combien de jours finalement? Je suis resté environ 3 jours. 3 jours, donc le troisième jour, j'avais quitté, donc j'avais pris l'avion pour revenir. Alors que normalement le Conseil prendra fin, les travaux vont prendre fin le 5 avril prochain. Pourquoi vous êtes vite rentré? Parce que déjà, merci de m'avoir reçu encore à nouveau. Et je dirais aussi merci donc à toute l'équipe de Puissant Perrin. Et merci aussi à la personne qui m'avait donné, en fait, à travers son parrainage, l'occasion de pouvoir accéder à ces grandes institutions. Un grand merci à lui, quelqu'un qui est dans l'anonymat. Donc, je félicite, que je remercie au passage. C'est toujours important d'être reconnaissant. Alors, donc, j'avais quitté au plus vite parce que les menaces étaient présentes dans le sens que déjà, le jeudi, donc il me fallait déjà des jours de repos par rapport à mon travail pour se rendre donc aux Nations Unies. Et le jeudi, quand j'avais pris part lors de cette session, 55e session de questions de droits de l'homme, le siège de la République du Congo qui a toujours été vacant, personne n'occupe ce fauteuil-là. Étant congolais, je me voyais bien pouvoir s'installer, prendre place à ce fauteuil. Tandis que la salle était bondée, il y avait tellement de monde, chaque représentant d'un pays avait bien pris place. Donc, le fauteuil de la République du Congo étant vide, étant congolais que je suis, j'avais pris place pour assister à cette session, la 55e session. Comme j'ai l'habitude d'assister à ces sessions, tout comme ce soit au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous étiez en train de dire, vous avez pris donc part à cette session et vous avez même mentionné que généralement le Congo est absent à ces sessions-là. Est-ce qu'on peut d'abord comprendre en quoi consiste évidemment ce conseil? De quoi parle-t-on? Ce conseil consiste à faire tout le travail avant l'Assemblée générale qui se tiendra au mois de septembre à New York, au siège à New York. Donc, ces sessions comportent à pouvoir faire le relais de regarder tout ce qui se passe dans le monde, des conflits et des crimes contre l'humanité, de faire tout ce travail-là. Donc, il y a aussi des commissions. Il y a aussi des commissions qui travaillent en parallèle et après, on se retrouve en session. Et en session, on évoque maintenant les conflits dans différents pays, avant l'Assemblée générale qui se tient chaque année aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York. Donc, pardon de vous couper, et donc vous avez pensé donc prendre part à cette session, donc la 55e session, bien entendu, et vous disiez tout à l'heure, généralement, le poste, j'allais dire, le siège du Congo-Brazzaville est souvent vide. Et comme la nature a horreur du vide, vous êtes présenté là-bas au nom du Congo, c'est ça? C'est exactement. Donc, j'avais pris place à ce fauteuil-là, étant congolais. Donc, voilà, pour suivre la session. Donc, ce jeudi, tout s'est tellement bien passé et j'avais même fait des vidéos. Donc, les documents que j'avais ramenés sur les crimes contre l'humanité, crimes de sang en République du Congo, par rapport au régime du dictateur génocidaire M. Denis Sassou Nguesso. Alors,
ils avaient déjà eu vent de toutes ces démarches que j'entreprends, que ce soit au niveau des Nations Unies. Et ce jour-là, quand ils avaient appris que j'étais à Genève et que j'avais pris part donc à 55e session, que j'étais là, ce jeudi-là, et que j'avais remis quelques documents, du coup, ben, ils avaient réagi. Donc, l'ambassade de la République du Congo avait donc demandé à leurs représentants du côté de Genève, du côté de la Suisse, de venir ce vendredi-là. Du coup, ce vendredi, arrivé comme ce vendredi, le secrétariat de la 55e session la 55e session m'avait fait comprendre que je devais prendre part, donc je devais plutôt prendre la parole, puisque le temps est limité. Le temps est limité, on donne plus de 10 minutes, 5 à 10 minutes. Le temps est limité parce que il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants. Déjà, le jeudi, on avait déjà abordé sur les conflits sur, par exemple, le Cameroun. Le conflit au Cameroun, entre le Cameroun anglophone et le Cameroun dans la zone anglophone, je crois. Anglophone, c'est ça. Ce jeudi-là, on avait déjà eu à aborder ces problèmes-là. Et il y avait aussi le problème du Rwanda qui est en conflit avec le Burundi. Au moment où je vous parle, les relations diplomatiques sont rompues. Les frontières sont fermées. Donc, Monsieur Christian-Perrin, vous pouvez imaginer faire le tour un peu de tout ce pays-là. Il y a plusieurs conflits dans le monde. C'est vrai qu'il faut assister à ce genre de grandes réunions pour comprendre que dans le monde, il y a des conflits partout. Et en plus, ce qui m'avait aussi touché, c'est de voir que actuellement, la Russie et l'Ukraine sont en conflit, mais ces deux pays étaient représentés. Donc, la Russie défendait sa position. Et puis l'Ukraine, pareil. Pareil. Donc, les deux pays étaient présentés. Mais donc, du coup, depuis longtemps, j'avais compris que je me suis souvent posé la question, pourquoi on ne parle jamais de la République du Congo? Pourquoi dans les grandes institutions, dans les grandes réunions, on ne parle jamais de la République du Congo? Alors, le problème, c'est que vous devez savoir, M. Christian-Perrin et ceux des téléspectateurs, quand on ne parle jamais de votre pays, quand on n'évoque jamais de ce qui se passe chez vous, ça donne le sentiment comme si chez vous, tout va à merveille. Comme si tout va bien chez vous. Comme si chez vous, il n'y a pas de problème. Or, nous savons bien, au République du Congo, il y a des crimes de tout genre. Nous savons bien que nous avons un dictateur, un génocidaire, qui a eu à bombarder une région pendant plus de 2 ans. Des crimes de tout genre. Donc, chez nous, en République du Congo, ce genre de crimes, ce genre de situations ne sont pas évoqués. Donc, c'est la question. Pendant que vous le dites, pardon, Roland Lévy-Nitou, c'est le constat que tout le monde a fait. D'ailleurs, dans les médias, on ne parle que difficilement du Congo-Brazzaville. La preuve, c'est que vous venez de rappeler ce qui s'est passé dans le pool dans les années 2016-2018. Alors qu'il y avait un génocide là-bas, aucun média n'en parlait. Et lorsqu'on parle du Congo, et je l'ai relevé d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est généralement la RDC. Le Congo passe toujours inaperçu, on n'a jamais compris ce phénomène. Et là, vous nous dites qu'au niveau, bien sûr, du Conseil des droits de l'homme, là aussi, curieusement, apparemment, on ne connaît pas bien le Congo parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe au Congo. On a l'impression que tout va bien, alors qu'au Congo, il y a des crises multidimensionnelle, la politique, économique, sécuritaire. Vous avez rappelé qu'il y a des crimes contre l'humanité au Congo. Il y a la confiscation déjà de l'alternance politique, où il y a un parti qui a pris le pouvoir par les armes et qui demeure jusqu'aujourd'hui par coup d'État permanent. Et donc, vous êtes en train d'expliquer que là-bas, il est question d'informer le monde sur ce qui se passe dans nos pays. Et curieusement, le Congo n'est jamais représenté. Les informations du Congo ne leur parviennent jamais. Comment ça? Comment expliquer ça? Alors, donc, du coup, il fallait faire ce travail-là pour comprendre pourquoi les problèmes du Congo ne remontent jamais auprès des autorités onusiennes. Pourquoi on ne parle jamais de la République du Congo? Donc, ce jeudi, quand j'avais pris part, j'avais déposé le document, j'avais pris contact. Le lendemain, vendredi, donc c'est là où je vais avoir un temps de parole, comme ce qui m'avait été promis au niveau du secrétaire. En arrivant, donc, il fallait que puisque ça commence, les séances commencent à partir de 10 heures. Maintenant, mais il faut être là déjà plus 9 heures parce qu'il y a tellement de monde. Donc, au niveau de la sécurité aux Nations Unies, ça ne badine pas. C'est comme dans les aéroports où vous devez être obligé d'enlever les vestes, les ceintures, tout et tout. Oui, pour les raisons de sécurité, oui. Voilà, exactement, avant de pouvoir aller à l'intérieur, avoir l'accès à l'intérieur. Donc, du coup, depuis 9h, 9h30, j'étais déjà là. Mais or que les représentants du dictateur, du génocidaire Denis Sassou,
Et ils étaient encore plus à l'avance que moi. Plus tôt que toi. Plus tôt que moi, exactement. Donc, ce vendredi, ils étaient arrivés plus tôt que moi, dans l'unique but de pouvoir occuper leur fauteuil, de montrer que non, le Congo est présent. Donc, ce vendredi, ils arrivent dans la salle, à distance, c'est une grande salle, et j'avais vu que le fauteuil était occupé. En regardant, j'avais vu que bon, il y avait les signes du Congo. J'avais compris qu'ils avaient réagi suite à ma présence. Par politesse de mon éducation, j'ai serré la main à ce compatriote-là en lui disant bonjour. Bonjour, cher compatriote. Je lui ai dit bonjour, je suis passé m'asseoir de l'autre côté. Alors, en me voyant, il n'était plus à l'aise. Il s'était déplacé de là où il était assis pour venir me voir de là où je me trouvais. En me disant que oui, hier, vous avez occupé le fauteuil du président, parce qu'aux Nations Unies, c'est le président, leur président. Le président ou son représentant, oui. Son représentant, voilà. Donc, le président ou le représentant, oui, vous ne devez pas dû occuper le fauteuil parce que nous représentons le Congo, donc vous ne représentez pas le Congo. Voilà, donc chez nous, il y a des institutions. Bon, j'avais laissé le temps de pouvoir parler par politesse et j'avais seulement dit 2 ou 3 mots en disant ceci, mais nous, on ne reconnaît pas Sassou étant notre président. Il n'est pas notre président, il n'a jamais été notre président, puisqu'il n'a jamais gagné des élections au République du Congo. Vous savez bien comment il est revenu au pouvoir par un coup d'État. Sassou n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais. Sassou n'a jamais eu le mandat du peuple congolais. Donc, il n'est pas notre président. C'est votre président, mais il n'est pas le nôtre. En répondant cela, ce cher monsieur, poliment, leur réaction, c'était quoi de t'entendre dire ça? Mon frère Christian, mais comme s'il avait été piqué par des abeilles. Il était devenu fou de rage. Donc, il tenait plus debout, de toute façon. À un moment donné, il avait regagné son siège, mais tellement que ça avait tellement piqué, il avait pris son téléphone pour aller à l'extérieur passer un coup de fil. J'avais compris que de là, il passait maintenant un coup de fil à leurs autorités, qui ne sont pas les autorités de la République du Congo, qui ne nous représentent pas, parce que nous ne sommes pas représentés par des criminels. Ce sont des criminels, ils ne peuvent pas nous représenter. Donc, j'avais compris qu'il y avait un problème. Quelque temps après, et c'est là où j'avais vu débarquer plusieurs personnes qui sont arrivées, donc ceux-là qui sont mandatés auprès des Nations Unies, arrivés. Et leur réaction, c'était de demander auprès des autorités onusiennes qu'on me sorte de la salle, qu'on me sorte de l'enclos donc des Nations Unies, hein, donc qu'on me sorte de là, parce que pour eux, je n'avais rien à faire. Et le monsieur de la sécurité qui leur avait répondu en leur disant tout simplement mais monsieur Nitou, il est accrédité en tant que membre des Nations Unies, il a son badge, donc on ne peut pas l'expulser, il n'y a pas de raison. Et le monsieur, j'avais apprécié sa réaction, en disant tout simplement, mais au fait, mais le fauteuil de la République du Congo n'a jamais, c'est souvent vide. Personne ne prend place à cet endroit-là. Quand il y a des réunions ici, souvent le fauteuil de la République du Congo est souvent vide. Donc, ça sont les agents des Nations Unies qui vous disent ça? Oui, parce que la personne qui parlait avait eu à travailler au Congo avant le coup d'État. Donc, il connaît bien la République du Congo. Il m'avait même parlé de Tournambemba. Il m'a dit, en fait, ils habitaient vers Tournambemba. Là, il m'avait parlé du Congo. Donc, il connaît un peu la République du Congo. Alors, effectivement, il m'avait même dit une confidence. Il dit, quand on parle du Congo, on parle souvent de la RDC, on parle de votre Congo. Et de là, je peux le dire encore, ce qu'il m'avait dit. Ce que je sais, c'est qu'il avait raison. Il dit, mais là, à l'extérieur, monsieur, avant de rentrer, vous n'avez pas vu des gens en train de manifester? Il dit, ben oui, effectivement, il y avait des Pakistanais qui étaient en train de manifester. Parce que, il faut le savoir, il y a des conflits entre l'Inde et le Pakistan. C'est depuis longtemps que ça dure. Le problème du Cachemire. Il y a des Pakistanais. Il dit, ben, pourquoi vous, les Congolais, vous n'organisez pas des manifs à l'extérieur des Nations Unies? Ça aussi, c'est bien, ça met la pression. Comme ça, ceux qui sont accrédités, en même temps, se trouvent à l'intérieur. Ceux qui ne sont pas accrédités pourront rester à l'extérieur pour organiser les manifs. Ça aussi, ça interpelle. Donc, il m'avait donné un peu des idées comme ça. Voilà. Et du coup, eux, ils étaient restés là. Je les avais même pris en photo. Donc, leur but à eux, d'abord, c'est ma présence qui leur avait dérangé. Et leur but à eux, c'était comme sorte des Nations Unies. Ce que je rigolais entièrement parce que la Suisse, les Nations Unies, c'est pas la République du Congo. C'est pas la République bananière. Donc voilà, j'avais compris que leur démarche ne pouvait pas aboutir. Et donc finalement, vous avez quand même poursuivi votre mission. Tout à l'heure, on va le comprendre. Mais j'ai bien envie de savoir
qui représente le Congo là-bas, en dehors, bien sûr, comme ils ont dit, les chefs d'État, il y a souvent un représentant ou un rapporteur. Qui représente le Congo? Alors, c'est une bonne question parce que le rapporteur de la République du Congo, c'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Parce que le rapporteur de la République du Congo ne fait pas le travail nécessaire, donc ne rapporte pas en gros ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, quelque chose, par exemple, qui pourrait interpeller les autorités onusiennes. Mais là, le rapporteur auprès des Nations Unies, c'est encore M. Aimé Clovis Fillon, qui est le représentant permanent de la République du Congo auprès des Nations Unies. Or que M. Aimé Clovis Fillon, mais qui n'est autre qu'un travailleur de Sassou Nguesso. Donc, du coup, les rapports de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, les informations de ce qui se passe au Congo ne peuvent pas parvenir auprès des autorités onusiennes. Donc, ce monsieur-là, Aimé Clovis Dion, ne peut que faire des éloges du régime de Sassou Nguesso, ne peut que écrire des choses dans le bon sens du régime de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nos dossiers sont bloqués. Voilà pourquoi les informations ne parviennent pas auprès des autorités onusiennes, puisque M. Aimé Clovis Dion, qui n'est autre qu'un représentant de Sassou Nguesso. Donc, chez nous, on recrute. Oui, mais évidemment, pendant que vous le dites, Roland Lévinitou, Aimé Clovis Guillon, c'est même l'ambassadeur plénipotentiaire du Congo à Genève, à ce que je sache. Et c'est le même qui représente encore le Congo à ce conseil-là des Nations Unies pour les droits de l'homme. On entend très bien que finalement, sa mission, au lieu qu'il y avait, en fait, parce que c'est lui qui avait vocation d'informer cette institution internationale sur ce qui se passe au Congo, notamment la violation des droits de l'homme, des droits et libertés, j'allais dire, des crimes de guerre, crimes de masse, crimes contre l'humanité, comme ça se passe au Congo. Mais ce monsieur, finalement, joue un rôle inverse, il faut le dire comme ça, il occulte, il passe sous silence tous ces crimes. On peut parler de complicité de crimes. Est-ce qu'il n'est pas poursuivable finalement en justice pour complicité de crimes? Parce que là, c'est beaucoup d'années quand même, beaucoup de temps est passé. On ne connaît pas le Congo, on ne connaît pas ce qui se passe. Il y a eu des crimes de guerre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu une expédition militaire dans le Pool dans les années 2000, disons 1998, 99, 2000. Ça s'est répété encore en 2016 jusqu'à 2018. Des crimes contre l'humanité. Et tout ça, c'est jamais rapporté au niveau de cette institution. Ce monsieur, c'est, j'allais dire, criminel. Il est passible d'une poursuite judiciaire, celui-là. Il est passible d'une poursuite judiciaire, oui. Aujourd'hui, c'est vrai, ils peuvent brandir leur immunité diplomatique, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il y a un temps pour tout. À un moment donné, effectivement, ils devront rendre compte devant la justice. On doit nous expliquer pourquoi ce silence-là, pourquoi tout ce qui se passe en République du Congo, de tous ces crimes, et qu'on ne parle jamais de la République du Congo dans les grandes institutions. Pourquoi la République du Congo, on n'évoque pas des crimes de Denis Sassou Nguesso. Et autre chose, ce qui est aussi que bon nombre de gens doivent savoir, doivent connaître, c'est que M. Sassou passe beaucoup de son temps à donner des enveloppes de gauche à droite. C'est ce qui fait que même dans les médias, que ce soit ici en France, on parle peu de la République du Congo. Pratiquement, on n'en parle même pas de la République du Congo. Et pourtant, il y a bien des journalistes d'investigation qui font leur travail, qui avancent quand même sur certaines choses, ce qui se passe en République du Congo. Là, récemment, il y a eu la mort des prisonniers politiques du côté du commissariat de l'Angola libre. Mais nous savons bien qu'ils ont été seulement assassinés. Ils ont été tués comme aussi c'était le cas avec les jeunes qui avaient trouvé la mort au commissariat de Chakona. Voilà un peu ce qui se passe chez nous, ce que les journalistes n'osent pas dire, voilà, parce que tout simplement, bon nombre de ces personnes-là mangent à la table de Sassou Nguesso. Et ça veut dire que M. Clovis demeure à Genève, c'est ça? Exactement, M. Clovis demeure à Genève, mais je peux dire, M. Christian Perrin, il y a bon nombre des éléments de Sassou Nguesso qui demeurent à Genève. Je dis bien bon nombre des éléments. Je m'explique. Si bon nombre de Congolais ne le savent pas, il y a des miliciens de Sassou Nguesso qui avaient commis des crimes de sang au République du Congo. Beaucoup ont été affectés, que ce soit en France, que ce soit du côté de Genève, que ce soit du côté d'Angleterre. Beaucoup ont été envoyés un peu dans plusieurs pays. Donc, Sassou avait envoyé ses miliciens pour un rôle aussi de pouvoir
filtrer la diaspora congolaise, avoir plusieurs informations. C'est pour ça que nous trouvons bon nombre de ces jeunes-là qui ont tenu des armes dans différents pays du monde. Donc, moi, je posais cette question parce que je sais que la justice suisse jouit du principe de la compétence universelle, donc capable de poursuivre ces gens, et surtout dans le cas, par exemple, de monsieur Clovis, comme on l'a dit tout à l'heure, Aimé Clovis Guillon. Lui, normalement, on peut le poursuivre pour avoir occulté les crimes contre l'humanité, contre, j'allais dire, les crimes de guerre, crimes de sang, et on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a plusieurs preuves. De plus en plus, les preuves nous remontent, on parle des charniers dans le pool, on parle des exactions de tout genre, il y a même des témoignages des parents, des victimes. Et c'est là que finalement, il faut le dire, les crimes de sang, crimes de guerre, crimes contre l'humanité au Congo ne sont plus à démontrer, même si à un moment donné, Anatole Koliné-Makosso, l'actuel Premier ministre, écrivait sur le pool, bien entendu, son livre qu'il intitulait « Le génocide ». En droit à l'épreuve du génocide de l'émotion, écrivait-il, cas de la République du Congo. Une façon de dire que le génocide qui a eu lieu dans le pool n'est qu'un génocide imaginaire pour lui, c'est-à-dire ça ne se passe que dans la tête de ceux qui hallucinent. Mais bref, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des éléments. Et d'ailleurs, pour corroborer cela, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cet élément d'un mercenaire étranger qui avait été recruté par Denis Sassou Nguesso pour massacrer les Congolais. Suivez et on revient sur le plateau. Maman, tel que vous êtes là, savez-vous ce que Ndengue vous a fait? Dans ma présence, ce que Ndengue vous a fait à vous, Congolais, en ma présence au BIT de Brazzaville. Vous avez trouvé refuge en RDC. Au moment de rentrer par le BIT de Brazzaville, quand vous arrivez au BIT de Brazzaville, Ndengue venait vous enlever. Savez-vous ce qui vous emmenait? Vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est une stupidité. Ce que vous racontez, c'est stupide. Nous savons des choses. Je suis capable de tout révéler. Et vos responsables vont se retrouver à la CPI. Ils savent les massacres qu'ils ont commis sur vous. Nous sommes venus vous aider pendant le conflit armé. Nous avons commencé à nous battre dans Brazzaville. Tu te serais renseigné auprès de Gervais Malela. Il est décédé. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Renseigne-toi auprès de McCoy. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Avec lui, nous étions au front. Nous sommes partis du pont de Dieu, Gangalingolo. Nous avons progressé. Nous avions pris Kinkala. Ensuite, les autres sont allés vers Boko. Nous avions continué vers Matumbu. Nous avons pris Matumbu. Nous avions continué vers Bouantsa. Donc, Madingu, Bouantsa, Lutete, Kayi, Dolizi. Lesquels vous ont ravi Dolizi? Après Dolizi, nous sommes allés sur l'axe du barrage Mukukulu. Nous avions pris le barrage Mukukulu. Nous avions fait l'offensive à Pointe-Noire. Nous avons des collègues qui sont tombés là-bas. Nous vous avions aidés. Nulle était notre présence. Vous n'aurez pas retrouvé la paix. Vous-même, vous n'arriviez pas. Même les Angolais n'avaient pas pu finir le conflit. Vous devez nous remercier, nous et les Tchadiens, et les Rwandais Hutus, qui sont casés à Kintélé, à 45 km de Brazzaville. Nous savons des choses. Comment votre directeur de la police vous massacrait devant nous. Voulez-vous que je vous dise tout? Vous ne vous aimez pas. Mais nous, au Congo démocratique, nous sommes unis. En plus de vous dire, le nom Congo trouve ses origines ici, chez nous. Le nom Congo vient d'ici. Vous êtes dans la distraction. Votre président de la République, Sassou, sait les services que nous lui avons rendus pour qu'il y ait la paix au Congo. Nous avons poursuivi Ntoumi jusqu'à Kindamba. Nous, moi, je parle d'abord de moi-même. J'étais membre dans l'unité Bravo Star. Après, j'ai rejoint Dragon. Vous savez, on ne peut pas trop parler. Allez vous renseigner auprès du colonel Bakwa, le mercenaire. Demandez au colonel Nyangambwala. Le colonel Nyangambwala vous le dira. Il est devenu général. Demandez au général Blaise Conta, celui qui fut chef d'état-major général adjoint. Ne blaguez pas avec les gens. Il y a des choses que nous savons. Si nous décidons de les révéler maintenant, ça sera grave, très grave.
Alors, Roland Lévinitou, vous venez de suivre avec moi cet élément d'un mercenaire étranger qui avoue les crimes qu'ils ont commis. Il dit même, il pose même la question aux Congolais de savoir, vous ne savez pas, ou savez-vous ce que le général Jean-François Ndengue vous a fait à vous les Congolais, c'est-à-dire il vous a massacré. Il a expliqué que lorsque les réfugiés congolais qui étaient à Kinshasa rentraient donc vers Brazzaville, et ils étaient pris au niveau du beach et on les a menés quelque part, comme il a dit, on a massacré des Congolais. Il a même donné l'itinéraire, tout ce qu'ils ont fait, ces crimes. Est-ce qu'on peut parler là déjà de l'exécution, j'allais dire la mise en œuvre du plan Mouébara? Effectivement, en ce moment-là, on pourrait encore remonter un peu plus parce que ça montre bien que le plan avait été planifié depuis longtemps. Et c'est ce document-là que j'ai toujours parlé, du plan Mouébara. Ce fameux document que Sassou, la réunion, donc c'était le 7 janvier 2000, c'était le 7 janvier 2000 où ce document de plan Mouébara, ça a donné des directives à ces éléments, comment on devait planifier certaines choses, surtout la diminution de la population dans le sud du Congo. Et dans ce plan Mouébara, où ça peut donner encore des instructions sur, par exemple, le refus du passeport aux sudistes, toujours dans le même Sassou Nguesso, où il disait bien qu'il faut renforcer les réseaux à l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Pardon, et à ce niveau-là, c'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, que finalement, tous les criminels qui ont porté Denis Sassou Nguesso au pouvoir, qui ont massacré les Congolais, finalement, ils ont été envoyés à l'étranger. À l'étranger, voilà, à l'extérieur, en France, partout, aux États-Unis, en Londres. Comme le cas de ce monsieur de la RDC, enfin de Zahir à l'époque, de ce Zahirois, recruté par Sassou Nguesso, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Zahirois à qui on avait même donné le passeport congolais. On leur avait payé le billet d'avion, on leur avait trouvé des visas. Donc le Zahirois là, il est poursuivable, monsieur son père. Il est poursuivable. Moi, je dirais même que merci de sa part d'avoir fait de telles révélations, parce que ces éléments, ces documents-là, ces documentaires-là, parce qu'il en a fait deux. Je parle de 2 vidéos. Donc, ces 2 vidéos-là vont nous servir un jour pour des crimes contre l'humanité, et surtout, encore, ça met le doigt sur Jean-François Ndengue, que d'autres personnes pensent que Jean-François Ndengue, c'est l'ange Saint-Gabriel ou l'ange Saint-Michel. Mais Jean-François Ndengue n'est autre qu'un criminel, comme je l'avais dit, il avait été arrêté en France, déféré à la prison de la Santé, sorti dans la nuit par Jacques Chirac. Jacques Chirac mouillé de la tête jusqu'aux pieds pour les crimes contre l'humanité en République du Congo. Donc, Jean-François Ndengue, un criminel que ce Zaïrois-là a bien expliqué. En plus de ça, il parle de nos villes, de nos villages, il le dit. Donc, c'est quelqu'un qui était sur le terrain, il le dit lui-même. Donc, on sait comment ils ont eu à massacrer. Alors, il n'est pas seul, ils étaient nombreux, des mercenaires, et parmi lesquels on peut aussi rappeler la présence d'Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense rwandaise, déjà en 1994, on se souvient bien, c'était le génocide, oui. Lui aussi, c'est de Sassou Nguesso. Sassou l'avait recruté, pour faire le sale boulot, pour assassiner les Congolais. Donc, ce monsieur Augustin Bizimana avait contribué à la réussite du coup d'État de M. Sassou Nguesso. Donc, M. Bizimana avait ramené ces éléments. Parce qu'on ne parle que de M. Augustin Bizimana. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que M. Bizimana avait des éléments. Il avait des éléments. Donc il avait des éléments qu'il avait ramenés en République du Congo pour soutenir le criminel, le génocide de Denis Sassou Nguesso. Donc, ce monsieur-là avait contribué au crime de Sassou Nguesso en République du Congo. Donc, Sassou avait donné la nationalité congolaise. Et il l'avait placé à Pointe-Noire. Mort en République du Congo, mort à Pointe-Noire en 2002. Et ce monsieur qui était recherché par la Cour pénale internationale, oui, évidemment, il était même, il était recherché par la justice internationale pour 6 chefs d'accusation, et parmi lesquels on peut lire le viol, l'extermination, crime contre l'humanité, complicité de génocide, et curieusement, c'est des gens comme ça que Denis Sassou Nguesso fait venir au Congo pour d'abord les protéger et leur demander de massacrer les Congolais. Les Congolais.
Et là, dans tout ça, M. Puissant-Père, ça ne choque pas certains Congolais qui continuent encore à soutenir ce génocidaire, ce dictateur. Ça ne choque pas. Eux, ils trouvent que cela est bon, comme si on recrute du Congo et rien ne s'est passé. Ça prend l'argent des Congolais. Il va recruter les mercenaires pour qu'on vienne tuer les Congolais. Mais M. Augustin Bizimana, dont il avait donné la nationalité congolaise, qui est mort à Pointe-Noire, qui était recherché par la CPI pour des crimes commis au Rwanda. Il était recherché depuis des années par la justice internationale. Augustin Bizimana, l'un des principaux fugitifs poursuivis pour le génocide au Rwanda, est décédé il y a près de 20 ans, a annoncé ce vendredi un tribunal de l'ONU. Ex-ministre de la Défense, Augustin Bizimana était accusé d'avoir été l'un des hauts commanditaires du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda, qui a coûté la vie à 800 000 personnes. Son décès, dont la date est estimée à août 2000, a pu être confirmé à l'issue de l'identification formelle des restes de son corps retrouvés, dans un cimetière à Pointe-Noire, au Congo, a fait savoir le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux, MTPI. Une série d'analyses génétiques effectuées ces derniers mois ont permis d'exclure la possibilité que ces restes soient ceux d'une autre personne, a déclaré le MTPI. D'autres éléments de preuve ayant trait aux circonstances du décès d'Augustin Bizimana ont également été vérifiés, a indiqué le mécanisme, sans préciser les causes de sa mort. Cette structure basée à La Haye est chargée notamment d'achever les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, créé par le Conseil de sécurité de l'ONU en novembre 1994, quelques mois après le génocide. Le ministre de la Communication du Congo-Brazzaville Thierry Mungala s'est dit, perplexe, quant à la nouvelle, évoquant une « affaire mystérieuse ». Il affirme ne pas savoir si le MTPI avait demandé aux autorités congolaises de procéder à des analyses sur le corps. Né en 1954, Augustin Bizimana avait été inculpé en 1998 par le TPIR de 13 chefs d'accusation, dont génocide, extermination, meurtre et autres actes inhumains. Et ce génocidaire que Sassou Nguesso avait recruté, M. Augustin Bizimana, mort au du Congo. Et ça ne choque personne. C'est vraiment triste de voir qu'il y a des Congolais jusqu'aujourd'hui qui n'ont rien compris. C'est vraiment triste. Évidemment, parmi ces crimes, puisque nous en parlons aujourd'hui, il y a aussi les disparus du beach qui souffriraient aujourd'hui. D'ailleurs, le procès qui a été relancé au niveau de la France, c'est le cas de le dire, souffrirait très probablement des pesanteurs politiques en France, parce que finalement, rien ne justifie que depuis là, ça fait quand même 20 ans, je dis bien, alors que la justice française comme la justice suisse en plus jouit aussi de la compétence universelle. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce procès soit mis en sourdine? Norbert Dabira, général congolais, a été interpellé ce jeudi en banlieue parisienne par les autorités françaises. Actuellement membre du gouvernement de Brazzaville, ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Après des années d'imbroglio juridique, le général Dabira faisait jusqu'ici office de témoin assisté dans l'enquête française. Ce jeudi, l'homme a été arrêté près de sa maison de campagne proche de Paris pour enlèvement, disparition et actes de torture. Les familles des 353 disparus du beach réclament toujours que justice se fasse. Et ma question, c'était aussi de revenir sur... Est-ce que vous pouvez nous parler des dossiers que vous avez transmis? D'accord. C'est le dossier sur les disparus du beach, le dossier sur les bombardements de la région de Poul, où il y a des preuves que j'avais déjà montrées, j'avais expliqué. Mais là, il y a des photos horribles. Hein. Il y a des photos horribles. Je ne sais pas si je dois montrer ces photos, parce qu'il y a des photos que je n'ose pas. C'est toujours, oui. D'accord. Il y a des photos que je n'ose pas montrer parce que je me dis que peut-être que la vidéo va être bloquée. Il y a des photos horribles, des tortures de tout genre au République du Congo. Tout à fait. Là aussi. Et voilà, ce genre de photos. Donc, tout ça, ça a été
ça avait été transmis dans le dossier. Voilà les tortures au niveau du côté du Bara. Oui, on a eu, voilà, il y a même une photo où il y a un petit garçon, je ne sais pas si il a 3 ans, à qui on a, voilà. Voilà, là aussi, voilà, les Congolais, quand tu souvent, donc j'avais transmis tout ce dossier-là. Là, ce petit garçon qui allait à l'école avec les fameux sacs scolaires-là, voilà, le petit garçon, et voilà. Donc, tous ces crimes-là, donc, bon nombre de Congolais n'ont pas connaissance, voilà ce qui se passe chez nous. Voilà, voilà, donc j'avais transmis. Alors, donc, je disais tout à l'heure, vous avez transmis ces dossiers-là sur des crimes contre l'humanité. Pour ceux qui ne croient toujours pas, évidemment, qu'il y a eu expédition militaire, il faut dire, génocide dans le Poul. Je vais vous proposer un autre extrait. Cette fois-là, c'est un certain général Camille Yoko qui conduisait les troupes. Dans cette vidéo, je suggère à nos téléspectateurs de bien suivre ce qui se dit, comment le monsieur est en train d'ordonner qu'il faut massacrer tout ce qu'ils vont trouver, en fait, tout ce qui bouge, hommes, femmes, vieux, enfants, et voilà. Mais en tout cas, tout détruire. Suivez, on revient sur le plateau. Bon, ben, les gars, j'ai reçu ici le DA, c'est formidable, c'est très bien. Je vais pouvoir manœuvrer avec eux. Nous sommes en train de foncer là incessamment. On est dans le grand coude là, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Puis après le Boyevaï, hein. Il vient avec suffisamment de carga pour la suite là. Nous sommes obligés de le faire, mon général. Oui, Parce oui, que il faut le faire. Dernier, ouais, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire, il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur Ngalingolo et tout ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et toujours en progressant avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, mais c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Maman, papa, à plat. Tout. Nous allons les exterminer tous. Hommes, femmes, vieux, jeunes, enfants, bébés, tous. On doit les exterminer. Nous sommes en route pour Ngangalingolo. Là, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui va rentrer à Ngangalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngangalingolo. Voici comment nous allons faire. Nous allons entrer par là, on va nettoyer comme ça. Vous avez compris? Nous allons nous déployer comme ça. Nous allons faire le ratissage dans toutes les maisons. On se met en colonne par là. Exécution, c'est parti. Défoncez, voilà. Attention, Alors, Roland Lévinitou, après cette vidéo, expressement, on est obligé de montrer certaines choses parce que jusqu'ici, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui nous posent la question si réellement il y a eu des crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville, malgré toutes les preuves qu'on leur présente. Voilà. Alors là, c'était Camille Yoko qui disait qu'il faut tout exterminer.
C'est un peu pour comprendre avec vous, au niveau du Conseil, bien sûr, des droits de l'homme, c'est bien cela. Vous avez déposé les dossiers, mais de plus en plus, il y a d'autres éléments, d'autres preuves qui remontent. On parle des charniers, on parle des témoignages des parents des victimes et même des rescapés, bien entendu, de ces génocides. Voilà. Donc, ce fameux dossier Plombo-Ebara, signé des mains du dictateur Denis Sassou Nguesso, ça aussi je l'avais remis, c'est dans ce document-là qu'on parle de ces fameux 16 charniers. Donc, de ces fameux 16 charniers, dont je dis bien à ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, ces crimes-là, un jour, tôt ou tard, on en parlera devant les tribunaux. Alors, veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans des zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers. Les itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et les escortes par nos hommes de peloton devront leur être posés. Tout ça pour éviter que ces organisations humanitaires tombent sur des charniers. Nous savons bien qu'il y a des charniers dans la région de Boum, dans le sud du Congo. Et ça, aujourd'hui, il y a des Congolais jusqu'aujourd'hui. Dans ce genre d'image, c'est bon. On ne touche absolument pas. Et pourtant, c'est dans notre pays, en République du Congo, que cela s'est déroulé et cela continue à se dérouler, puisqu'il y a bon nombre de gens qui trouvent la mort jusqu'aujourd'hui dans le système. Avec la recrudescence, j'allais dire, voilà. La sécurité galopante au Congo-Brazzaville avec ce phénomène de bébé noir qui finalement, oui, ça, on est sur le génocide, mais il y a aussi la sécurité généralisée au Congo-Brazzaville, oui, à Rollo, évidemment. Et ce qui est curieux, dans cette situation d'insécurité généralisée au Congo-Brazzaville, on apprend d'ailleurs qu'il y a même des bébés noirs dans la garde présidentielle. Et dernièrement, 2 d'entre eux ont été attrapés, je crois, à Kitele, qu'on a même brûlé. Bon, on n'encourage pas ça. Mais bon, ça montre à suffisance que finalement, c'est un système organisé pour maintenir la terreur dans la société congolaise, finalement. Comment on peut retrouver des bébés noirs dans la garde présidentielle? Dans la garde présidentielle. Mais ces éléments-là sont entretenus, sont soutenus par le régime. Nous, ce sont bon nombre de gens, ce sont des petits agents Fofandenge. N'oublions pas aussi qu'il y a les 12 apôtres. N'oublions pas aussi que Idover Mourani a aussi sa milice. N'oublions pas. On vient d'appréhender là, qu'on a mis, je ne sais pas. Exactement. Donc, il y a plusieurs factions de tous ces milices-là dans l'unique but de terroriser la population congolaise. Donc, les gens à Brazzaville ont peur. Ils avaient 19h, 20h, ils sont déjà chez eux. Donc, pour le régime, ça aide à faire peur à se maintenir au pouvoir, à peurer les Congolais. À peurer les Congolais, exactement. Voilà. C'est là où les gens doivent comprendre le fonctionnement, la façon d'être de Denis Sassou Nguesso. D'abord, pour revenir sur M. Augustin Bizimana, comment Sassou Nguesso va recruter un génocidaire recherché par la CPI, dont il y avait plusieurs mandats d'arrêt contre ce monsieur-là. Il va le recruter, lui, avec ses éléments. Dans l'unique but de venir massacrer les Congolais. Voilà là où il est exactement. Et de l'autre côté, pourquoi j'en parle encore de M. Christian Perrin? Parce que M. Sassou Nguesso veut se faire passer pour un homme de paix. Puisqu'il est là tout le temps à parler de la paix, de la paix. De quelle paix on nous parle? Comme dans ce pays-là, il y a l'insécurité qui bat des records. Comme dans ce pays-là, le Congolais ne peut même pas parler. Contre le Congo, le voile de le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Et il nous parle de la paix. Et en plus de ça, pour montrer à l'opinion internationale que c'est un homme de paix, il organise des sommets sur la Libye, pour qu'il y ait la paix en Libye, en prenant l'argent des Congolais. Mais en organisant ce sommet-là quand même. Ce n'est pas question de 1 million ou de 2 millions. Ça coûte beaucoup d'argent pour organiser ce sommet-là. Et ça, c'est l'argent des Congolais. Il parle de la paix, or lui-même, c'est un pompier pyromane. Voilà, alors, puisque nous sommes sur le volet crime contre l'humanité, crime de sang, crime de guerre, dans une de ses allocutions où il s'adressait bien sûr au Pointe-Noire, je crois que c'était à Pointe-Noire, le despote Denis Sassou Nguesso, alors opposant, il venait donc de reconquérir le pouvoir par coup d'État militaire, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, il expliquait qu'il était
en ce temps-là, hein, c'est-à-dire alors qu'il est encore, voilà, il est opposant, donc il vient de reconquérir le pouvoir par coup d'État, il ordonnait à ses lieutenants de perpétrer, s'il faut le dire comme ça, de procéder à des actes terroristes, c'est-à-dire aller placer des explosifs là où on est en train de monter les hélicoptères que l'armée officielle, régulière, venait de commander à Pointe-Noire. Et puisque les Pontenegrins ne l'avaient pas fait, et il dit d'ailleurs, en fait, il reproche cela aux Pontenegrins. Je crois que c'est à ce niveau qu'on comprend la haine qu'il a gardé contre les Pontenegrins. Alors, je préfère proposer ça à nos téléspectateurs. Chacun pourra apprécier. Suivez. Les hélicoptères de combat arrivés à Pointe-Noire sont arrivés à Pointe-Noire en pièces détachées. Ils ont été montés à Pointe-Noire. Je dois dire qu'à certains moments, nous étions furieux. Nous étions furieux avec nos amis qui étaient à Pointe-Noire parce que nous ne comprenions pas comment ils n'arrivaient pas à monter un commando avec des grenades pour aller détruire ces hélicoptères au sol en cours de montage. Nous avons donné ces instructions-là. Nous avons dit, si vous avez les capacités, détruisez-nous ces hélicoptères au sol au moment où on les montait. Nous avons suivi tout le montage des hélicoptères. Donc, vous devez savoir que c'est à Pointe-Noire, pendant plusieurs semaines, que les hélicoptères ont été montés. Et là où je refais les reproches, c'est d'avoir permis, un peu passivement, à Pointe-Noire, qu'ils fussent montés comme ça, sans... Peut-être vous n'en avez pas la capacité, que vous n'avez pas les moyens. Il y avait peut-être des canons et tout, mais enfin la situation n'était pas la même, mais c'est à Pointe-Noire. Que vous inspire ce personnage de Denis Sassou Nguesso finalement? C'est un destructeur. Ce monsieur n'a jamais eu l'amour pour le Congo ni pour le peuple congolais. Alors, suivre cet extrait qui est d'une grande importance de suivre, d'écouter ce qu'il avait dit, ça m'a fait penser à l'avion UTA. La bombe qu'on avait placée à l'avion UTA à Brazzaville. Le vol d'UTA qui a subi un crash le 19 septembre 1989 au Niger reliait Brazzaville à Paris via N'Djamena. Cet événement tragique ne laisse jamais indifférents les parents des victimes toujours affligés. Ça fait 30 ans qu'on a perdu les nôtres. Le cœur continue de saigner. Les gens qui ont posé ces actes, on ne les a jamais interpellés. Nous souhaitons qu'on interpelle ces gens, qu'il y ait un procès équitable. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le terrorisme international. Donc nous sommes sensibles à cela, non seulement parce que nous avons été nous-mêmes victimes, mais aussi parce que malheureusement, le phénomène du terrorisme international se poursuit. Et puis il faut trouver des raisons de combattre le terrorisme international. Cela fait 30 ans qu'une association des familles des victimes condamne cet attentat odieux et réclame une nouvelle enquête sur cette affaire du vol d'UTA pour connaître les coupables. Donc ça montre bien que c'est dans sa façon d'être, de détruire. C'est-à-dire son modus operandi, c'est toujours sa façon de procéder, par des crimes, par la violence. Il le dit, ça dit qu'avec aisance, il est tranquille, voilà. Il me dit qu'il avait demandé à ses hommes d'aller placer des bombes pour qu'on puisse détruire. Donc, il le dit. Donc, oui, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Donc, il ne faut pas que les gens s'étonnent par rapport à sa façon de faire. Quand on parle, par exemple, je venais de parler sur l'avion UTA, la bombe qui avait été placée à Brazzaville. Puis j'avais expliqué que c'est quand même curieux. Jean-Louis Bruguière, et pourtant, c'est lui qui s'occupait de ce dossier. Il avait parlé sur la responsabilité de Kadhafi, mais la bombe qui avait été posée à Brazzaville, pourtant, à cette époque-là, ça ne peut être quelqu'un de pouvoir. Ça ne peut pas être un Congolais venant de Muyonzi, venant de Rwanda, venant de Djambala, qui pouvait aller rentrer à Mayamea, déposer la bombe dans l'avion UTA. Donc, ça ne pouvait être quelqu'un du noyau, comme M. Bérébi. M. Bérébi l'avait dit. Lui-même, M. Bérébi, étant à Bruxelles, à l'Union européenne, il avait dit, il était au courant, M. Bérébi qui est en conflit avec M. Sassou.
M. Berby avait dit qu'il avait l'information. Il avait donné l'information à l'ambassadeur de France à cette époque-là. Et on ne l'avait pas cru. Mais après, quelques jours après, il y avait eu l'explosion de l'avion UTA. Et la bombe était placée à Brazzaville. Mais jamais le juge Jean-Louis Bruguière n'avait pointé du doigt Denis Sassou Nguesso. Alors, les crimes, c'est aussi, il faut le dire, les crimes économiques, financiers et économiques. Ici, on apprend finalement que, bon, voilà, Denis Sassou Nguesso se sert de l'argent des Congolais, du contribuable congolais, pour assouvir ses soifs. Mais là, on va commencer d'abord par cette affaire où, je crois, c'est une certaine, voilà, Julienne Sassou Nguesso, c'est ça, impliquée dans, il faut le dire comme ça, le détournement de l'argent du pétrole congolais, où elle gagnerait 15% dans l'exploitation du pétrole congolais. C'est quoi cette affaire encore? Le dossier est là, parce que nous, on parle avec des preuves, le dossier est là, où Julienne Sassou Nguesso touche 15% sur le pétrole congolais via l'entreprise Perenco. Je dis bien, le dossier est là. Et donc, voilà comment cela est bien schématisé. Ça est là. Oui. Voilà. Donc, je vais faire lecture très rapidement. Les 15% de Julienne Sassou Nguesso, la famille qui dirige le Congo d'une main de fer depuis 1979, se découpe sa propre part de lion. Donc, cette fameuse 15% de Julienne Sassou Nguesso dans le part du pétrole congolais. Monsieur Puissant-Père, 15%, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de milliers de milliards, oui. C'est des milliards. Les documents sont là. Maintenant, vous qui soutenez ce régime-là, on parle avec des preuves. Si Julienne Sassou Nguesso, elle n'est pas d'accord de ce que je viens d'évoquer, mais comme je l'ai toujours dit, les tribunaux sont là. Elle peut aller contester, elle peut me poursuivre pour diffamation. Et les documents sont là. Elle touche 15% du pétrole congolais. Elle est qui, Julienne Sassou Nguesso, pour toucher les 15% du pétrole congolais? Or, si j'ai une bonne mémoire, comme vous m'avez fait penser à cela, M. Puissant-Perrin, je crois qu'à l'époque, avant la conférence nationale, on touchait combien? 12%. 12% pour tout le Congo avec ELF. 12%. À cette époque-là. Et aujourd'hui, une seule personne, donc Julienne Sassou Nguesso, touche 15% du pétrole congolais. Est-ce que vous trouvez cela normal? Voilà comment le Congo est pillé. Voilà comment le Congo est devenu leur partage à eux. Donc le Congo, c'est leur gâteau. Comme je l'ai toujours dit, c'est leur gâteau à eux. J'ai semblé comprendre que finalement, la famille, enfin, j'allais dire, le pétrole congolais, voilà, les Sassou ou les Nguesso, je ne sais pas comment on les appelait, les Nguesso, oui, les Sassou. Bon, les Nguesso, finalement, ont fait du pétrole congolais leur propriété. C'est ce que j'ai cru comprendre, parce que là-dedans, également, on voit les autres aussi. Hein, il y a Christian Sassou Nguesso qui a fait tout à... Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu... des procès, des procédures qui sont lancées partout, parfois de l'argent gelé, confisqué quelque part. Donc, on a l'impression, c'est peut-être pas l'impression, c'est la conviction que le clan Sassou Nguesso a pris le Congo en otage, c'est-à-dire ce clan-là a fait du Congo leur propriété. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Exactement. Et sur tous les plans, ils pillent le Congo. Ils ont fait de notre pays, voilà, leur endroit où ils sont là pour s'enrichir. Donc, ils prennent tout l'argent de toutes nos matières premières et du coup, ils vont créer des emplois ailleurs. Et le Congolais n'a pas de travail. La jeunesse congolaise laissée à l'abandon. Et en plus, ils ont quand même le courage de dire que maintenant, c'est l'année de la jeunesse. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on s'est rendu compte que la jeunesse congolaise a toujours été délaissée depuis longtemps. Alors, maintenant, où va l'argent, par exemple, de ceci, M. Puissant-Perrin? Où va l'argent de nos pierres précieuses? Quand on regarde la qualité de ce séjour de pierres précieuses, que les Congolais ne voient même pas l'argent de la vente de nos pierres précieuses, et on doit quand même poser des questions. C'est quand même, ceci rapporte beaucoup d'argent aussi. Et on n'en parle pratiquement pas. Et du coup, nous sommes là à assister à ce genre de scène. La fille de Jean-Dominique Okemba, Julie Gaël Okemba, dans leur entreprise de diamants. Voilà, j'ai le dossier est là. Et dans ce dossier, là, vous avez aussi le gendre de Jean-Dominique Okemba, Alexis Darbou, devenu multimilliardaire. Dans ce dossier,
Alexis Garbou, le gendre de Bokemba. Dans ce dossier, vous avez des virements de l'argent sorti du trésor public congolais viré dans plusieurs comptes de Jean-Dominique Okemba ainsi que sa famille. Donc voilà, c'est pour cela que ça a été bien mentionné, l'empire Okemba et Yadema de la finance. Donc, tout a été expliqué. Et là, c'est Jean-Dominique Okemba. Voilà, donc pendant que vous en parlez, il y a également, je crois, le gendre du général Oboa, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, de la présidence. Il est, je crois, dans la garde présidentielle. Son gendre qui fait un peu, j'allais dire, Java, un peu partout dans le monde, on voit ces images, comment il vit, mais vraiment un train de vie inimaginable. Voilà, c'est incroyable de voir de telles choses pendant que les Congolais croupissent dans la misère. Mais vraiment, la misère, à plus de 70% des Congolais vivent au-dessus du seuil de pauvreté, à moins $1, donc à moins de 600 francs CFA par jour. Et je ne sais pas si, évidemment, ces informations n'ont pas évolué, mais c'est la misère totale au Congo-Brazzaville. Pas d'électricité, pas d'eau. Et là, on venait de couper l'électricité au niveau, je crois, la fourniture d'électricité par Kinshasa. Jusque-là, on ne nous donne pas les vraies informations pour quelles raisons. Mais bon, quelques investigations que nous avons menées, on nous fait comprendre que Brazzaville doit 11 milliards de francs CFA de dette. Et voilà, Kinshasa a coupé. Alors, on ne peut pas comprendre que pour voilà, l'intérêt de tous les Congolais, notamment l'électricité, on est incapable de payer 11 milliards et dans le même temps, on peut aller dépenser l'argent du contribuable congolais dans des, j'allais dire, voilà, les activités justement pour assouvir un peu la soif du tyran congolais, Denis Sassou Nguesso. Et c'est le cas du bus, bien sûr, l'Edith Bongo. L'Edith Bongo, celle-là qui est devenue, il faut le dire comme ça, la sainte congolaise. Depuis sa mort, son décès, son papa, le dictateur Denis Sassou Nguesso, en fait finalement une sainte, celle-là qui est au-dessus de tous les Congolais. Après, on se pose la question de savoir c'était quoi son rôle au Congo pour que l'argent des Congolais soit utilisé pour, voilà, vénérer, il faut le dire, c'est le terme, vénérer cette dame. Mais monsieur Christopher, là, on n'est pas en train d'insulter la mémoire d'Edith Bongo. Non, on parle pour l'intérêt de la population congolaise. On parle par rapport à ce qui s'est passé, qui continue encore à se passer dans notre pays, parce qu'il faut le rappeler que cette femme-là, Edith Sassou Nguesso, elle avait beaucoup contribué à la réussite du coup d'État de son père. Ça, il faut se le dire. Il n'y a pas à pouvoir s'énerver en disant cela. Non, on dit seulement la vérité. La vérité, c'est que cette femme-là avait beaucoup contribué à l'achat des armes, à la réussite du coup d'État de son père. Elle finançait, elle aidait, elle donnait à manger. Faire transiter les armes par, voilà. Par le Gabon, les armes fournies par le Gabon pour passer au nord de notre pays. Elle aidait, elle donnait à manger aux Cobra qui étaient stationnés à Oyo. Elle avait beaucoup contribué donc, au massacre, au crime de son père au République du Congo. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est une façon pour vous de dire ce que le despote Denis Sassou Nguesso fait pour sa fille. C'est une façon, c'est une reconnaissance en fait de tout cela. C'est une reconnaissance, effectivement, pour l'apport que sa fille lui avait apporté par rapport à la réussite de son coup d'État. Mais de l'autre côté, nous, Congolais, nous, ça nous fait mal de voir que cette fille, Edith Sassou Nguesso, avait contribué au crime de sang, au crime de tout genre en République du Congo. Maintenant, ma question que j'ai toujours posée, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais la réponse. Ma question, qu'est-ce qu'Edith, elle avait fait de bon pour le Congo, pour le peuple congolais, pour qu'elle puisse être élevée à un certain niveau, pour qu'on puisse l'honorer d'une façon comme si... Oui, avant qu'on ne parle donc du buste d'Edith Bongo, d'Edith Sassou Nguesso, Bongo, s'il faut ajouter ça comme ça. Tout à l'heure, on va en parler. Et c'est la question qu'on va poser finalement aux Congolais, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des gens qui viennent dire un certain nombre de choses contre cette dame. Mais je pose la question aux Congolais. Peut-être que nous ignorons tout cela, ou moi j'ignore un peu tout cela. Est-ce qu'il y a un Congolais qui peut nous dire ce que Edith Bongo a fait pour les Congolais? Je parle bien des Congolais de Brazzaville. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que Edith Bongo a fait pour les Congolais ou pour le Congo? C'est la question. La question est là.
Parce que finalement, après, on découvre ce genre de choses où on vient nous installer des statuettes, voilà. Bon, parce que, monsieur Christophe, c'est inadmissible. Le prix, déjà, c'est combien, là? Le prix, en plus, c'est le sculpteur des stars. Et c'est pas les moindres. Attention, ça a coûté 100 724 165 francs CFA. Je buste là. 100 millions. Oui, 100 millions. Il est là, le sculpteur. 100 millions de francs CFA. Donc, plus de 100 millions. 100 millions 724 165 francs CFA. Ça avait coûté. Et le sculpteur, c'est M. Daniel Truet, un sculpteur des stars. Et ces factures sont souvent salées. Alors, donc, déjà, quand on entend 100 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle avait fait pour le Congo? Pour qu'on aille prendre l'argent des Congolais au trésor public congolais, qu'on organise des fêtes en l'honneur de Dick pendant plus d'une semaine et qu'on invite les gens venus. Oui, on a vu ça à Oyo. Il y a même une église qui avait été construite spécialement pour elle. Mais c'est la question que tout Congolais devrait se poser. Et dans le même temps, il y a des Congolais qui ne trouvent même pas 200 francs CFA pour s'attraper la quinine. Et nombreux meurent d'ailleurs dans nos hôpitaux parce qu'il manque des médicaments, parce qu'il manque des seringues. Et ça, c'est vérifiable. Vous pouvez aller le vérifier dans nos hôpitaux. Alors, Roland Lévy-Nitou, toujours parlons des crimes économiques, probablement qu'il y en a encore, c'est ça? Sinon. Des crimes économiques, oui, il y en a encore des crimes économiques, comme par exemple. Ce qui me faisait marrer tout à l'heure là, c'est que, en parlant du pétrole, c'est malheureux, c'est triste. Ninel Sassou Nguesso, elle a même des entreprises de pétrole. Elle vend le pétrole congolais. Ninel Sassou Nguesso, la femme de Hugo Konoté. Je n'ai des preuves. Elle est la patronne de Zeta, l'entreprise Zeta. Et Prom Congo. Ces entreprises qui sont dirigées par des étrangers. Quel est le document? Décret numéro 2002-248 du 15 juillet 2002 portant attribution à la société Zeta Morel et Prom Congo d'un permis d'exploitation Tito Punzi. Et donc, je veux lire le document là. Zeta et Prom Congo, l'entreprise Zeta et Prom Congo, société de pétrole, elle appartient à Ninel Sassou Nguesso, fille de Denis Sassou Nguesso. Les preuves sont là. Comment expliquer qu'au-delà, c'est-à-dire malgré tout cet argent qu'ils prennent, des milliers de milliards, et qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus d'électricité, coupée, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la source, parce que le Congo doit 11 milliards. Et ils sont incapables de payer ces 11 milliards-là, malgré tout l'argent qu'ils prennent. Dans le pétrole, les minerais, vous l'avez dit, le bois, ils en prennent partout. Comment expliquer ça? Mais non, monsieur Pisson-Pérez, parce que tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas l'amour de la population congolaise. Et de l'autre côté, ils n'aiment pas aussi le Congo. Prenons le cas de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et ça, on ne peut pas débattre sur ça. L'eau, c'est la vie. Mais au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable. C'est une façon de tuer le peuple congolais, la population congolaise. Ça aussi, ça rentre dans le cas du plan Mouébara. Du plan Mouébara. Donc, vous êtes privé d'eau potable. Et est-ce que ça est normal? Donc, maintenant, prenons le cas de l'église. Or, qui dit l'eau, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Alors, le barrage de Sounda. Pourquoi, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi Sassou a toujours, il faut le dire, je le dis bien, le professeur Pascal Lissouba, au moins, lui, il avait eu cette volonté, il avait eu l'idée, je crois qu'il avait commencé même à faire en sorte que le barrage de Sounda, on puisse reprendre des travaux pour en finir. Le barrage de Sounda, le professeur Pascal Lissouba. Mais Sassou, lui, n'a jamais été dans l'idée de faire en sorte que le barrage de Sounda puisse être mis en œuvre. Ça, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que monsieur Sassou n'a jamais voulu que cela se réalise. De toute façon, ils avaient privilégié, comment ils appellent, l'Imboulou, hein, c'est ça. Ils ont privilégié Imboulou. Et voilà, j'ai d'ailleurs vu, je crois, en fin de semaine, comment le comédien Adou Danga de la E2C, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ancienne SNE, oui c'est ça, qui est allé faire sa mise en scène où il expliquait, ben, vous voyez, ces transfos, par exemple, quand il fait chaud, ça chauffe, après, bon, obligé de couper.
c'est comme s'il voulait dire aux Congolais que ce problème, bon voilà, c'est maintenant que ça a commencé. Voilà. Alors qu'on sait bien que le problème d'électricité au Congo, c'est depuis des décennies. Depuis des décennies, ce problème se pose, comme le problème d'eau potable. Ces deux transformateurs sont déjà hyper saturés. Ce qui fait que vers les midi, 11 heures, quand il y a la canicule, cette ligne-là déclenche. Ça déclenche parce que les transformateurs lâchent par température. Malgré les bains d'huile que nous avons eu à faire, vous allez voir, il y avait des tonneaux d'huile là-bas que nous avons pu faire pour régénérer l'huile et rendre l'huile fraîche pour tenir. On a changé le système de refroidissement en mettant des gros ventilateurs qui sont là. Malgré cela, on sent que c'est vraiment saturé. Et dans nos projets, donc on a déjà les études réalisées, on a déjà la cotation. Cette partie-là, nous allons développer, donc faire comme on a fait à Tchelampo, mettre un transformateur 70 MVA ici, qui va nous permettre donc de prendre tout le 20 kV de la partie sud sur ce transformateur et libérer le 30 000 qui est ici pour le centre-ville, pour améliorer la situation au niveau du centre-ville. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Premier ministre? Notre réseau, il y a 15 ans, 10 ans de cela, le réseau de transport était totalement inductif. C'est-à-dire, il y avait des surtensions sur le réseau parce qu'il n'y avait pas de charge. Donc le réactif était totalement inductif. Aujourd'hui, avec la montée en flèche des constructions au niveau de Brazzaville et les quartiers qui se développent, la charge est en train d'augmenter d'une façon vraiment accélérée. Ce qui fait que du phénomène qu'on avait de surtension, nous sommes passés aux baisses de tension parce que le réactif côté capacitif a augmenté. Ce qui fait qu'on commençait à tirer, la RDC qui tirait le réactif de notre côté parce que nous on avait des lignes inductives, c'est le sens contraire maintenant. Ce que nous faisons, nous tirons maintenant du côté de la RDC. Et selon nos amis de Kinshasa, ils doivent délaisser jusqu'à 40-50 mégawatts pour nous dépanner. Bon, cette situation, ça les arrange pas, ça crée des problèmes. Donc, ils avaient limité à 50 mégawatts ce que nous pouvons retirer du côté de la RDC. Donc, par rapport à cette situation, vu l'augmentation chez nous, vu la limitation du transit entre Pointe-Noire et Brazzaville, quand nous dépassons les 50 aussitôt, ça coupe là-bas et ça crée un déséquilibre, on rentre en blackout. Donc ça devenait un peu très gênant. Nous avons eu beaucoup de perturbations au mois de décembre. Nous avons voulu expérimenter la deuxième possibilité d'essayer de fonctionner sans la RDC, mais en sachant que en faisant cela, nous perdons aussi l'équilibre parce qu'il y avait trop de blackout. Voilà une diversion. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, ils n'ont aucun respect pour les Congolais. Aucun respect pour le peuple congolais, en tout cas une diversion, aucun respect pour le peuple congolais, tout simplement parce que ils ont toujours été là dans cette logique-là de faire souffrir le peuple congolais. Et comme je venais de le dire, ils n'ont pas l'amour du peuple congolais. Ils n'aiment pas le Congo non plus aussi parce que regardez ce qui se passe ailleurs. Dans d'autres pays, les choses avancent. Le cas du Sénégal, par exemple, je prends un exemple sur les élections. Ça doit nous servir d'exemple. Le Sénégal, c'est en Afrique quand même. Les Sénégalais, ce sont des Africains. Est-ce que de l'autre côté, on ne doit pas avoir honte de voir ce que nous voyons au plus du Congo? C'est quand même gênant. C'est pas quand même normal qu'aujourd'hui, ce monsieur se termine au pouvoir et en plus de ça, monsieur qui son père. Suivez-le, suivez bien la manière dont il parle, ou c'est fanatique. Il se prépare pour 2026. C'est ça pour 2026. Eux, c'est ça, en fait. Moi, j'avais compris une seule chose. Sassou, son rêve à lui, c'est de mourir au pouvoir avec les honneurs, voilà. Mais le bien-être de la population congolaise, c'est pas son problème. Donc, évidemment, voilà, le fait d'annoncer déjà encore sa candidature pour 2026, c'est une violence morale pour les Congolais. J'imagine un peu comment cela peut traumatiser les Congolais de savoir que ce monsieur va continuer à rester au pouvoir.
après 2026, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Et alors, on va terminer donc notre émission. Nous sommes arrivés à la fin. Roland Lévy-Litou, je rappelle que vous êtes activiste, président de l'association Les Indignés 242. Que peut-on retenir pour boucler, évidemment, cette émission? Ce que je pourrais dire à tout Congolais, nous ne devons pas avoir peur de ce monsieur-là, de ce Denis Sassou Nguesso. Nous ne devons pas avoir peur de ce dernier. Il nous a assez montré qui il est exactement. Il n'est pas là pour l'intérêt du peuple congolais, de la population congolaise. Alors, donc je ne pourrais pas, moi, personnellement, avoir peur à ces civils. Pas du tout. Donc, je dirais toujours haut et fort ce que je trouve anormal sur la situation de notre pays. Le Congo, c'est un bien commun. Alors, donc, je le dis ouvertement parce que la question m'avait été posée par vous, M. Puissant-Perrin. Qu'est-ce qu'on attend pour déposer plainte? Donc, étant aux côtés de Genève, dans le canton de Genève, effectivement, j'avais pris contact de la liste des avocats du côté de Genève pour voir avec ces avocats-là comment, enfin, ces avocats, quels avocats on pourrait travailler, collaborer ensemble pour ramener les problèmes du Congo au niveau des tribunaux. Parce qu'on ne peut pas rester bras croisés, laisser ces criminels au pouvoir et nous faire souffrir. Et en même temps, ils sont en train de se préparer pour 2026, rester encore au pouvoir. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Rester au pouvoir pour continuer à faire souffrir les Congolais apparemment. Jusque-là, ils n'ont pas encore atteint leur but, leur objectif, celui, bien sûr, d'en finir avec les Congolais, malheureusement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Merci de nous avoir fait encore confiance. Et comme d'habitude, des petits gestes qu'il ne faut jamais oublier, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cela nous fera plaisir. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais bien avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.